Biocar, votre confort, notre priorité. Grande et ma joie de vous informer, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur Mondico Télévision dont voici l'ossature. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, a échangé avec la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, sur l'urgence humanitaire dans l'est du pays en présence de quelques membres du gouvernement. Le gouvernement congolais et la MONUSCO se sont dit prêts à intervenir face à la situation humanitaire de plus en plus déplorable depuis l'occupation illégale du chef-lieu de la province du Nord Kivu par le régime du Kagame et ses supplétifs du M23 AFC. Le gouvernement congolais a mis en place des mesures pour crédibiliser le minerai congolais auprès des acheteurs. La République démocratique du Congo veut se rassurer que le minerai venant de son sous-sol ne soit pas issu du sang ni de conflits armés et qu'il soit exploité dans le respect des droits humains. Des mesures ont été prises pour empêcher les acheteurs à ne pas s'approvisionner auprès du Rwanda. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Le gouvernement souminois suit de près la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans la partie est du pays, dans cette partie du territoire où l'armée rwandaise et ses supplétifs et de la coalition rebelle M23 ont occupé. C'est dans ce sens, c'est dans ces cadres que la séance de travail qui a eu lieu ce jour, la première ministre avec la délégation de la MONUSCO conduite par Bintou Keïta, chef de la mission onusienne. Cette rencontre a connu la participation de quelques membres du gouvernement, à savoir le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-ministre de la Défense et celui des Affaires étrangères. Oui, nous avons assisté, Madame la Première ministre, au cours de cette audience, où elle a reçu la délégation de la MONUSCO. Ils ont eu l'opportunité de discuter sur des questions principalement humanitaires qui concernent toutes nos populations et la province, plusieurs provinces où la MONUSCO est encore active en République démocratique du Congo. Mais par la suite, ils se sont focalisés principalement sur les zones occupées, c'est-à-dire la ville de Goma et la ville de Bukavu. Et la problématique a tourné autour de nos hommes, nos FARDC, nos vaillants combattants et notre personnel politique qui se trouve jusqu'à présent dans la ville de Goma, dans les locaux de la MONUSCO. Et il était question de se garantir mutuellement de leurs conditions, de leur prise en charge, de leurs droits, et surtout leurs droits conformément à la Convention de Vienne, aux droits humanitaires, et je crois que l'échange était très positif, était fructueux. Il y a un travail de fond qui est en train d'être fait sur toutes ces questions. Je crois que les dernières assises au niveau de la sous-région aussi ont souligné cela, avec la rencontre des différents chefs d'état-major. Et nous, la République démocratique du Congo, son gouvernement est très préoccupé par la situation de tout son personnel et surtout celui-là, ces FARDC et ce personnel politique qui se trouve dans les enceintes pour qu'ils puissent rentrer selon le droit international. Restons toujours avec la primature. Le gouvernement central s'engage sur le front de l'éveil patriotique par l'approbation de l'histoire de la guerre dans l'est du pays par la jeunesse congolaise. À ces sujets, la première ministre Judith Suminwa a, au cours d'une séance de travail avec quelques membres de son gouvernement, donné des orientations pour que l'histoire de la jeunesse de l'insécurité dans l'est soit expliquée aux jeunes de toutes les couches sociales. Était invité à cette séance le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, de l'Éducation nationale, de la jeunesse et éveil patriotique, du tourisme, de la culture, art et patrimoine et celui des sports et loisirs.
Dans les combats engagés contre le régime de Paul Kagame et ses supplétifs de M23 AFC, la chef du gouvernement tient à enrôler le jeune futur dirigeant de ces pays pour barrer la route à la désinformation autour du mobile réel de la guerre économique nous imposée par le Rwanda dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, mais aussi créer une race des défenseurs farouches de la patrie. Écoutez, la Première ministre nous a invités parce que nous travaillons déjà à la suite des instructions données par les présidents de la République avec un comité restreint de membres du gouvernement qui sont plutôt concernés directement par la gestion d'une partie de notre population. Ici, vous avez vu la ministre de l'Éducation, la ministre de l'Enseignement supérieur, la ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Sports et le ministre du Tourisme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'expliquer les enjeux de ces conflits à nos étudiants. Nous avons besoin que nos enfants comprennent la problématique de la guerre actuelle. Nous avons besoin que nos sportifs s'impliquent. Nous avons besoin que nos culturels puissent aussi s'impliquer. L'idée, c'est de nous dire comment nous faisons pour nous assurer que nos étudiants ont compris que cette guerre les concerne aux premiers abords parce que c'est eux qui sont les héritiers de ce pays. Comment on s'assure que nos élèves, dès leur bas âge, commencent à comprendre l'essence de ces conflits qui durent 30 ans? Selon le porte-parole du gouvernement, la première ministre Judith Suminwa, s'alignant aux directives du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut donc des actions coordonnées à tous les niveaux afin de rendre accessible la genèse des attaques rebelles au Nord Kivu et au Sud Kivu, son évolution et l'implication du Kagame dans la violation répétitive de notre territoire aux fins de pillage de nos ressources naturelles. Comment on se prépare pour aujourd'hui et pour demain en termes de stratégie, de compréhension, parce que cette guerre, en réalité, c'est, comme nous le disons, ce n'est pas la guerre du président de la République, ni la guerre du gouvernement. C'est la guerre qui est faite à tous les Congolais, partout où les Congolais se trouvent. Alors nous devons simplement nous assurer que nous avons expliqué, donné les éléments à ces jeunes, à ces sportifs, pour qu'ils comprennent et pour qu'ils s'impliquent dans la résolution de ces conflits. Ici, nous avons beaucoup de diversités dans notre pays, mais nous avons bien quelque chose qui nous unit, qui s'appelle la République démocratique du Congo. À travers cette initiative, la première ministre se place en première ligne pour sensibiliser encore la jeunesse congolaise autour de l'unité nationale et l'amour de la patrie. Un plan d'action comprenant tous les secteurs clés en interaction directe avec le jeune Congolais sera présenté à la première ministre dans le meilleur délai par le comité en charge de son élaboration. Il s'agit aussi pour la chef du gouvernement de répondre aux besoins de réformes essentielles en cette période pour rendre accessible l'histoire du pays par entre autres l'enseignement, la culture et le tourisme. Situation sécuritaire toujours, la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda a une nouvelle fois plongé l'Est de la République démocratique du Congo dans une crise sécuritaire et humanitaire complexe, provoquant des déplacements massifs de populations civiles. Dans une déclaration faite le mardi 18 février 2025, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme déplore de graves violations de droits de l'homme et les atteintes à ce droit, telles que les exécutions sommaires, notamment d'enfants, et de violences sexuelles et sexistes liées au conflit. Kade Malanga pour le commentaire. Le 18 février 2025, la situation à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo, a atteint un niveau de gravité. Après la prise de Goma, la rébellion du M23 a une fois de plus frappé, plongeant la région dans une crise sécuritaire et humanitaire complexe. La population civile subit de plein fouet de cette violence avec le déplacement massif signalé. Dans une déclaration accablante, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a rapporté des violences graves, notamment des exécutions sommaires d'enfants et des violences sexuelles
liées au conflit. Ravina Shamdasani, porte-parole du haut-commissaire, a souligné que ces abysses se reproduisent alors que les enfants sont recrutés des forces armées par le 1-23. Nous rappelons le Rwanda et le 1-23 à respecter les droits de l'homme et les droits internationaux humanitaires, a-t-il déclaré. Volker Türk, haut-commissaire des droits de l'homme, a exprimé son horreur face aux événements de cours dans les provinces du Sud Kivu. Il a insisté sur l'urgence d'un arrêt immédiat de la violence et a appelé toutes les parties à reprendre les dialogues dans les processus de Luanda et de Nairobi. Les conséquences d'une escalade pourraient être catastrophiques pour les civils déjà en souffrance. La situation est d'autres plus préoccupante pour les défenseurs des droits humains. Des évasions récentes dans les prisons centrales de Kabare et Bukavu ont exacerbé les craintes. Les victimes et témoins redoutent les représailles de la part d'évadés liés à des crimes graves. Des journalistes et membres d'organisations civiles ont également été contraints à quitter la région où se retrouvent bloqués poignants pour leur sécurité. Malgré les appels en action de la communauté internationale, la rébellion continue son avancée. Les résolutions issues du sommet conjoint SADC et EAC semblent rester lettres mortes près de 2 semaines après leur annonce. Pendant ces temps, les églises catholiques et protestants mènent leurs propres consultations pour tenter d'élaborer un plan viable pour soutenir cette crise. Cependant, cette initiative est mal perçue par les pouvoirs en place qui restaient attachés au processus diplomatique traditionnel. L'avenir demeure certain pour Bukavu et son peuple alors que la lutte pour un retour à la paix et à la sécurité s'intensifie dans un contexte déjà désastreux. Ce journal se poursuit, Madame, Monsieur. La République démocratique du Congo fait face à une crise éducative sans précédent, avec plus de 1,6 million d'enfants privés d'école en raison de violences liées à la guerre du M23. La situation est catastrophique pour ces enfants, alerte Jean-François Basse, représentant par intérim de l'UNICEF en République démocratique du Congo. L'UNICEF appelle à des mesures urgentes pour protéger l'avenir de ces jeunes et garantir leur droit à l'éducation. Mardi 18 février 2025, alors que les violences continuent d'endeuiller l'Est de la République démocratique du Congo, la situation éducative des enfants s'aggrave de jour en jour. Selon les dernières estimations de l'UNICEF, 33 000 enfants supplémentaires sont désormais déscolarisés, portant le total à plus de 1,6 million dans cette région déjà fragilisée par des années de conflit. Jean-François Baz, représentant par intérim de l'UNICEF en République démocratique du Congo, souligne l'importance cruciale de l'éducation dans ces moments difficiles. C'est l'éducation et tout l'accompagnement qu'elle offre qui permet aux enfants de retrouver un semblant de vie normale, de se reconstruire et d'envisager l'avenir après ces conflits, déclare-t-il. Les écoles sont souvent les derniers bastions d'espoir pour les enfants touchés par la violence. Elles offrent non seulement un cadre d'apprentissage, mais aussi un espace sécuritaire qui protège les enfants des dangers tels que les recrutements par les groupes armés ou les violences sexuelles. Malgré la réouverture des établissements scolaires à Goma le 2 février dernier, la peur persiste parmi les parents. Beaucoup hésitent à envoyer leurs enfants à l'école, craignant pour leur sécurité. L'UNICEF rappelle que pendant la crise, l'école joue un rôle fondamental pour maintenir une certaine stabilité et fournir un soutien psychosocial essentiel aux enfants ayant subi des traumatismes. Face à cette situation alarmante, l'UNICEF met en œuvre plusieurs initiatives. En collaboration avec ses partenaires, il établit des espaces d'apprentissage temporaires et distribue un matériel scolaire ainsi que les kits des jeunes. De plus, des programmes d'éducation par radio et des initiatives d'apprentissage accéléré sont envisagées pour atteindre les enfants isolés et marginalisés. Cependant, les défis restent immenses. Les récents affrontements ont entraîné la fermeture de plus de 2500 écoles dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, avec plus de 6,5 millions de personnes déplacées dans la région, dont 2,6 millions d'enfants. Le système éducatif est soumis à une pression insoutenable. L'UNICEF sollicite également 32 millions de dollars dans le cadre de son appel humanitaire global pour répondre aux besoins éducatifs urgents des 48 000 enfants. De plus, il appelle toutes les parties au conflit à respecter les établissements scolaires et infrastructures
conformément au droit international. Crise sécuritaire toujours, les féticheurs tradipraticiens et guérisseurs traditionnels de Mbuji-Mayi dans la province du Kassaï oriental au centre de la RDC ont marché en faveur de la paix dans l'est du pays. Le mardi 18 février 2025, au cours d'une séance de spiritisme tenue au cimetière de Bakwanga à Mbuji-Mayi, ils ont fait appel aux forces occultes et mystiques pour soutenir les forces armées de la RDC et leurs alliés patriotes pour la défense de la patrie d'Iwazalendo afin de pacifier l'est du pays. Les détails dans cet élément. Vêtus pour la plupart d'habits écarlates et blancs et parés de koris, amulettes et autres principaux objets utilisés dans l'exercice de leur activité, les féticheurs, tradipraticiens et guérisseurs de la province du Kassaï oriental ont pris d'assaut les rues de la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de province, destination le cimetière de Bakwanga. Ici, comme un seul homme, ils se sont livrés aux pratiques spirituelles pour anéantir le président rwandais, Paul Kagame et ses supplétifs terroristes du 1-23 qui massacrent les populations civiles dans l'est de la RDC. Pour ce faire, des coques et des billets des banques ont été offerts en sacrifice aux esprits afin d'appeler en renfort les forces occultes et mystiques pour appuyer les forces loyalistes et les Wazalendo, ainsi que le renforcement du pouvoir légitime en place dans le pays. Nous pleurons pour la guerre qui sévit au Congo, nous pleurons pour nos FARDC qui meurent, nos enfants qu'on tue à tout moment. Nous déplorons la guerre et les combats qu'on nous impose par les ennemis qui combattent les chefs de l'État. C'est pourquoi nous sommes venus au cimetière de nos ancêtres plaider la cause de ce pays. Si ce pays appartient à Tshisekedi, que ceux qui ont le pouvoir d'envoyer les mauvais sorts, les serpents, les abeilles et autres, commencent à partir de ce moment dans ce cimetière. Tous les morts doivent s'élever maintenant et aller au front pour permettre à tous les FARDC et Wazalendo qui sont dans l'Est de trouver la force malgré les bombardements. Présent sur les lieux, un chef coutumier venu pour la même cause affirme être venu pour invoquer tous les martyrs des guerres à s'en prendre au président rwandais Paul Kagame, menu des statuettes et d'un poulailler en miniature. Celui-ci a maudit ces derniers en martelant sur les droits de la terre. Nous sommes venus réveiller tous les morts tués dans les guerres et conflits de notre terre que Kagame veut ravir. Si ceux qui sont morts ne sont pas sous cette terre, que Kagame nous ravisse. Mais comme nous avons nos morts, nous leur parlerons et nous mourrons pour notre pays. Ils ne prendront aucun centimètre de notre terre. Vous voyez ce poulailler, nous allons y enfermer Kagame et il va convenir dedans. Nous allons le garder comme une poule et il ne pourra rien nous faire parce qu'il n'a pas le feu vert de notre pays. La terre nous appartient. Prenant part à cette séance, des femmes et enfants venus contempler ces spectacles ont également prononcé des paroles de malédiction à l'endroit de Paul Kagame et Corneille Nangaa. Et puis lors de la 38e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenue à Addis Abeba en Éthiopie le 15 et 16 février 2025, les États membres ont adopté la Convention de l'Union africaine sur l'élimination de la violence à l'égard de femmes et de filles. Ces nouveaux instruments continentaux visent à prévenir et éliminer toutes les formes de violence à l'égard de femmes et filles en Afrique. Christelle Nyota nous en parle. Les États membres de l'Union africaine ont adopté lors de la 38e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement tenue à Addis Abeba en Éthiopie du 15 au 16 février 2025. La Convention de l'Union africaine sur l'élimination de violences à l'égard des femmes et de filles. Cette nouvelle convention continentale a pour objectif de prévenir et d'éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles en Afrique, de renforcer les mécanismes juridiques et institutionnels pour lutter contre cette violence
est de promouvoir une culture de respect et de droits humains et d'égalité de sexe sur le continent. La convention, élaborée à la suite de décisions prises en février 2023 par les chefs d'État et de gouvernement, s'attaque aux causes profondes de la violence et encourage une action commune des États parties. En Afrique, la RDC demeure l'un des pays les plus touchés par les actes de violence à l'égard des femmes et des filles, plus particulièrement dans la partie est du pays minée par des conflits armés. Pendant que les attaques contre la communauté swahilophone se multiplient à travers les réseaux sociaux, alimentant ainsi une psychose, les présidents de la nouvelle vision de la grande Léopoldville, NVGL, Asbel, Faustin Bimitia Kinkoufi, se sont réunis en conférence des associations ce mercredi 19 février 2025 pour analyser la situation préoccupante en République démocratique du Congo en général et à l'Est en particulier, a dans une déclaration appelé les Congolais à l'unité et à ne pas jouer le jeu de l'ennemi, mais à compatir avec la population du Nord et du Sud Kivu. On écoute son propos. La nouvelle vision de la grande Léopoldville, en sigle NVGL Asbel, réunie ce mercredi 19 février 2025 en conférence des associations de la NVGL pour examiner la situation du pays en général et celle de la partie Est en particulier, laquelle demeure préoccupante. À cet effet, la NVGL fait la déclaration ci-après. 1. La NVGL a appris avec consternation à travers les réseaux sociaux des informations selon lesquelles des compatriotes s'attaqueraient à quelques-uns d'entre nous, c'est d'expression swahilophone. 2. La NVGL rappelle à tous les habitants de l'espace Léopoldville en général et celle de la ville-province de Kinshasa en particulier que la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda concerne le peuple congolais dans son ensemble. 3. La NVGL lance un appel à tout le peuple congolais d'être tolérant et compréhensif pendant cette période très difficile que traverse notre pays, principalement dans le nord et le sud Kivu. Ne nous trompons pas des cibles et ne nous jouons pas les jeux de l'ennemi, car l'agression nous est imposée par le Rwanda. C'est dans l'unité et la concorde nationale que nous triompherons de l'agression. 4. La NVGL compatit avec la population de la partie est du pays dans son ensemble et celle des villes de Goma et Bukavu en particulier en cette période particulière de l'histoire de notre pays. La NVGL présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, des soldats morts au front, des Congolais et des soldats de la paix et encourageons la communauté du Grand Kivu à tenir bon. 6. La NVGL soutient les vaillants FARDC et les patriotes d'Ouazalendo dans leur lutte pour la pacification de cette partie de la République et la sauvegarde de l'intégrité du territoire national ainsi que notre souveraineté. Dieu est avec nous. Avec Dieu, la victoire est certaine. Et pour finir, le gouvernement congolais a mis en place des mesures pour crédibiliser plutôt le minerai congolais auprès des acheteurs. La RDC veut se rassurer que le minerai venant de son sous-sol ne soit pas issu du sang ni de conflits armés et qu'ils soient exploités dans le respect de droits humains. C'est pour empêcher les acheteurs de ne pas s'approvisionner auprès du Rwanda qui entretient les violences et massacres de populations dans l'est de la RDC et exploite frauduleusement le minerai dans la province du Nord Kivu et Sud Kivu. Suivez. Le chantier est énorme, mais le gouvernement congolais s'y est mis pour mettre fin à l'exploitation illicite des minerais en provenance de sous-sol. La République démocratique du Congo ne veut plus que les acheteurs des minerais de son territoire le fassent à travers le Rwanda, qui est considéré comme agresseur et pilleur des minerais par le gouvernement congolais. Le mécanisme de certification est qualifié de diligence raisonnable pour s'assurer que les minerais exportés par la RDC ne sont pas issus des conflits et qu'ils sont exploités dans le respect des droits humains de manière responsable et durable. C'est dans ce cadre qu'une feuille de route a été signée avec les États-Unis d'Amérique. Nous avons entrepris des démarches avec les États-Unis d'Amérique
avec les États-Unis d'Amérique et l'ensemble des partenaires dans le Mineral Strategic Partnership, où nous avons mis en place, dans le cadre d'une feuille de route, l'ensemble de nos préoccupations, de sorte à pouvoir les adresser et faire en sorte que nos minerais puissent être acceptés au niveau des États-Unis, par exemple dans ce cadre du MSP, donc le Mineral Strategic Partnership. La même démarche a été entreprise avec l'Union européenne. Le ministre des Mines en a explicité les contours. Au niveau de l'Union européenne, il y a 2 ans, la République démocratique du Congo avait signé un mémorandum d'entente pour l'approvisionnement des minerais critiques auprès de l'Union européenne. Et en décembre dernier, la République démocratique du Congo a présenté, et ça a été validé au sein de l'Union européenne, sa feuille de route pour assurer l'approvisionnement de ces minerais à ces marchés occidentaux. Des mesures similaires ont été prises dans la partie de la RDC pour formaliser l'exploitation de l'or dans cette partie du pays. Les mécanismes mis en place par la RDC pour sécuriser son secteur minier inquiète le Rwanda qui a décidé d'agresser la RDC. L'occupation de la ville de Goma par l'armée rwandaise s'est faite au prix de nombreuses pertes en vies humaines. Le bilan provisoire fait état d'au moins 3000 morts. Les troupes rwandaises entretiennent les violences dans les provinces du Nord et Sud Kivu, dans l'est de la RDC depuis plus de 3 décennies. Ces violences ont déjà fait près de 12 millions de morts, selon le gouvernement congolais, et plus de 7 millions de déplacés internes, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, dont la plupart sont des populations civiles, surtout les femmes et les enfants. Merci. Terminons avec cet élément de la santé. Le mangoustan est un fruit aux multiples vertus médicinales. En croit certains spécialistes, la consommation de ce fruit prévient contre plus d'une maladie. À Kinshasa, capitale de la RDC, le mangoustan n'est pas le seul fruit consommé. Sur les états de marché, le mangoustan côtoie d'autres fruits tels que la banane, la mangue, l'ananas et tant d'autres, mais tous n'ont pas la même valeur nutritive ni le même vertu. Les détails dans cet élément que nous propose Bijou Mouna. Riche en antioxydants naturels, le mangoustan lutte contre les cancers et le vieillissement des cellules. Ce fruit renforce les systèmes immunitaires de l'homme et lutte contre l'hypercholestérol, la diarrhée, les infections urinaires et autres. C'est aussi un anti-inflammatoire. Avec sa saveur gustative, Bobette Makanoa aime bien consommer le mangoustan pour ses vertus médicinales. Ça a un bon goût, c'est sucré, ça donne des vitamines, traite l'estomac et plusieurs maladies. Beaucoup apprécié pour ses vertus médicinales, le mangoustan est un fruit gustatif et curatif, a fait savoir Louis Likoema, nutritionniste diététicien au centre hospitalier La Borne. Ce qui est de la composition nutritionnelle, en fait, quand nous mangeons, il y a des choses dans ce que nous mangeons. Ces choses-là qu'on ne voit pas, qu'on appelle les nutriments. Alors ici, on va aller tout droit par rapport avec le mangoustan. On nous donne en termes de valeur énergétique, calories, on dit c'est 73 calories. Je ne vais pas trop commenter, mais comprenez pour nous les nutritionnistes, c'est un aliment qu'on peut utiliser pour le régime amaigrissant. Pour quelqu'un qui ne veut pas grossir, parmi les éléments qu'on peut donner, il y a ça. Voilà, ça m'amène déjà dans le vertu ou dans le bienfait. Alors pour ce qui est de l'eau, il y a 80,94 grammes. Quand on presse les mangoustans, le liquide qu'on peut recueillir tourne autour de 80,94 grammes. Alors, on va aller vite, hein. Protéines 0,41 grammes, lipides 0,58, glucides 17,11, les fibres 11,8. Le mangoustan joue un rôle important dans la santé de l'homme, mais il y a des cas d'exception qui ne permettront pas que certaines personnes puissent consommer ce fruit, a expliqué le nutritionniste. Comme avec les médicaments, où vous avez les indications, vous avez aussi les contre-indications. Pour les aliments aussi, il y a, tout le monde peut manger, mais on vous dira que par rapport à telle ou telle situation pathologique ou par rapport à une maladie quelconque,
ou par rapport à un trouble quelconque, on vous dira non, telle catégorie de personnes ne peuvent pas manger tel ou tel aliment. Le cas de mangoustan, on relève quelques situations. On dit par exemple pour des gens qui ont des problèmes d'insuffisance rénale, ne peuvent pas, quand le rein devient incapable de filtrer, son rôle c'est de faire la filtration, c'est notre filtre. Et à ce moment-là, on ne donne pas le mangoustan. Avec toutes ses vertus, le mangoustan a encore des beaux jours devant lui. Ceux qui les cultivent et le vendent ne manqueront pas de débouchés. Cet élément de santé met un terme à cette édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Intervenir face à la situation humanitaire de plus en plus déplorable depuis l'occupation illégale du chef-lieu de la province du Nord Kivu par le régime du Kagame et ses supplétifs du M23 AFC. Le gouvernement congolais a mis en place des mesures pour crédibiliser le minerai congolais auprès des acheteurs. La République démocratique du Congo veut se rassurer que le minerai venant de son sous-sol ne soit pas issu du sang ni de conflits armés et qu'il soit exploité dans le respect des droits humains. Des mesures ont été prises pour empêcher les acheteurs à ne pas s'approvisionner auprès du Rwanda. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette édition du journal. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.